web-série Le futur des paiements. Bonjour Laurence. Bonjour Julien. Alors je suis ravi d'être avec Laurence aujourd'hui pour vous présenter ensemble ce futur des paiements en commençant par un premier épisode autour des moyens de paiement. Qu'est-ce que les moyens de paiement? Quel est leur rôle dans notre économie? Comment ça fonctionne? Peut-être pour commencer, Laurence, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi? Bonjour à tous. Donc je suis Laurence Félix, directrice générale de Alliance. J'ai par le passé exercé des fonctions de directrice adjointe des paiements dans une grande banque française. Je suis restée donc passionnée des paiements et j'espère qu'avec toi, Julien, nous allons pouvoir lever le voile sur ce monde mystérieux des paiements et en fait explorer ensemble ce que vont devenir les paiements. On est tous les deux passionnés par ce sujet des paiements. Moi, j'aimerais qu'on le présente comme quelque chose qui est très large. C'est-à-dire que j'aime faire l'analogie des paiements avec l'énergie, puisque au départ, la vie sur Terre et les premiers échanges entre humains, c'est avant tout du travail-énergie. On voudrait voir les paiements comme un système d'information qui va quantifier cette énergie et nous aider à la stocker et à la transférer. C'est sous ce prisme-là que moi j'aime appréhender cette matière paiement. Et avant d'aller dans ce détail scientifique, j'aimerais qu'on voit avec toi plein de choses, à commencer par les moyens de paiement. Comment on pourrait les définir? Alors, pour définir les moyens de paiement, Julien, moi j'aimerais revenir sur l'histoire de l'humanité pour expliquer comment on est arrivé à la monnaie, aux banques, aux moyens de paiement et enfin aux moyens de payer. Donc, si tu veux venir avec moi au début de la création de l'humanité... Allons-y. Ça, il faut être ambitieux. Voilà, tu es bien conscient que dès le départ, en fait, l'homme ne pouvait pas subvenir seul à tous ses besoins on est un animal vitaux. social avant tout. Voilà. Et donc, pour cela, il devait en fait se spécialiser un peu chacun, les chasseurs, l'autre qui est pêcheur. Donc, tant qu'ils étaient tous dans leur petite grotte, ça allait, puisqu'en fait, ils travaillaient tous pour la communauté. De confiance. Voilà. Mais très rapidement, entre grottes, les communautés ont commencé à faire des échanges. Les fameux échanges économiques existaient déjà. Alors, j'aimerais tout d'abord faire une différenciation, parce que souvent on dit toujours, en fait, il y avait le troc. Et qu'est-ce que le troc? Et est-ce que vraiment c'était tout le temps du troc? Alors, j'aime à définir que le troc, c'est quand à un instant T, mais au même instant, en fait, tu as quelque chose dont j'ai besoin, j'ai quelque chose dont tu as besoin, et donc, en fait, on s'échange cette chose. Tu viens de pêcher un poisson, je viens de tuer un lapin et on s'échange en fait le poisson contre le lapin. Évidemment, il y a une notion de valeur qui intervient dans le troc, mais en fait, c'est en fait on se donne et puis de toute façon la prochaine fois on se donnera autre chose. Donc ce troc-là est vraiment fait en toute confiance. Arrive très rapidement ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire qu'en fait, le troc c'est sympa, mais j'ai peut-être pas toujours le poisson tout de suite. La correspondance des besoins, elle n'est pas toujours là. Parfois différer en fait ce règlement. Tu me donnes des poussins et moi je te rembourserai quand j'aurai les œufs des poules. Mmh. Et ça c'est possible que si, en fait, les hommes se connaissent et ont confiance l'un dans l'autre, parce que ce contrat social, il est différé dans le temps. Ça peut aussi commencer à mettre des choses en place sur le système bancaire actuel. Qu'on connaît. Voilà. Mais en fait, très rapidement, il y a eu des monnaies. Et là où on appelle du troc, c'est que non, il y avait des monnaies qui étaient en fait des produits agricoles, des produits artisanaux, des produits des minéraux. Des coquillages, Les coquillages, les fameux coris, mais également des pots. Voilà, les hommes s'échangeaient, se payaient en fait, avec une monnaie d'échange qui était en fait physique. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, parce que jusqu'en 1850 ou 70, aux États-Unis, on payait encore avec des pots. Donc, c'est quand même pas si longtemps. Le dollar existe depuis pas très très longtemps, oui. Vous savez. Une fois qu'on a commencé vraiment l'humanité a commencé à vraiment devenir importante, en fait, on s'est vite rendu compte que payer avec des pots, payer avec des coquillages, c'est pas toujours très simple. Et donc, notre ami Crésus,
qui habitaient en Lydie, dans l'Empire grec, aujourd'hui en Turquie, mais avant, À l'époque, à l'époque dans l'Empire grec, au bord de son fleuve le Pactole, pactole, le fameux. qui était chargé, qui transportait beaucoup d'or, en Oui. fait, a pu récupérer de l'or et créer en fait les premières pièces. En or. Premières pièces en or. Donc c'est comme ça qu'est née en fait la monnaie métallique. Et depuis, en fait, il y en a eu énormément de ces monnaies, puisqu'en fait, tout le monde crée sa propre monnaie. Je crois que la Bibliothèque nationale de France regorge de plus de 600 000 sortes de monnaies du monde romain et antique. Donc, même pas après, quoi, juste sur cette période-là. Ce qui a peut-être évolué, c'est la valeur intrinsèque. On est passé de l'or très précieux à aujourd'hui nos monnaies, voire du papier, qui ont plus cette valeur intrinsèque à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on appelle du coup la monnaie fiduciaire. Puisque, en fait, fiduciaire venant de fiducia, qui veut dire confiance. C'est-à-dire qu'à l'époque, la valeur de la pièce était vraiment celle du métal. Et aujourd'hui, ce n'est plus toujours le cas. Sur une pièce de 1 euro, ce n'est pas le métal qui vaut 1 euro. Le papier, effectivement. C'est en fait la valeur qu'on veut bien lui donner. Et donc, cette valeur-là, elle n'est possible que si on a confiance dans la personne qui émet en fait cette monnaie. D'où les monnaies fiduciaires qui sont en fait les monnaies d'État. L'euro est une monnaie fiduciaire, le dollar, enfin toutes les monnaies que l'on connaît aujourd'hui sont des monnaies fiduciaires. Donc voilà sur la partie de la monnaie. C'est fascinant, Laurence, et merci. Donc, si je récapitule, on est passé d'échanges entre gens qui se connaissent, avec une confiance qui est intrinsèque entre eux, donc du troc en direct. On a sophistiqué, puisque les tribus sont étendues dans l'espace, et on a voulu notariser, entre guillemets, ou stocker cette valeur dans le temps. Donc on a trouvé des instruments en métal, puis en papier, et puis on le verra juste après dans plein d'autres formes moins matérielles. Donc on a pris de l'abstraction, de la hauteur, pour créer un système d'information qui à la fin va quantifier, comme je le disais en introduction, quantifier l'énergie qui a transformé quoi, et pouvoir le transférer plus ou moins loin et plus ou moins rapidement. Donc c'est cette diversité dans ces moyens de paiement qu'on va continuer d'explorer, avec ce rôle aussi, tu l'évoquais, de tiers de confiance des banquiers. Et oui, puisque très rapidement, alors en même temps, c'était au XIe siècle, on connaît tous Venise et l'hégémonie de Venise sur le monde commercial C'est ça, l'ouverture du port vers le monde. Et oui, et donc en fait, il était devenu très compliqué de transporter toutes ces pièces pour aller acheter des soies, du poivre ou autre cannelle très loin. Donc en fait, on a pris les orfèvres de Venise, se sont mis en fait à gérer quelque part l'argent de ces commerçants, et donc ils se mettaient sur des bancs le long du grand canal de Venise, et donc on les appelait les banchieri, ceux qui étaient assis sur les bancs, d'où le terme de banquier. Voilà. Qui est arrivé par ces fameux Vénitiens. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils stockaient en fait l'argent des commerçants qui partaient à l'étranger, qui partaient loin. Donc, ils sécurisaient leurs biens monétaires. Ils leur prêtaient souvent de l'argent aussi pour pouvoir anticiper sur en fait, le commerce qu'ils allaient faire, donc tout ce qu'ils avaient besoin comme argent pour pouvoir le faire. Et puis surtout, en fait, ils payaient en fait, et réglaient en fait, ces échanges, puisque comme ils ne transportaient plus l'argent, en fait, il y avait des lettres de change qui étaient faites, et en fait, on venait voir le banquier, et c'est le banquier qui réglait en fait l'échange commercial. Fonction qu'ont toujours les banques aujourd'hui. Il faut bien... Aujourd'hui, les banques font également les règlements des grands échanges commerciaux entre entreprises. C'est bien la banque qui fait ce règlement. Absolument. Elles insufflent de la confiance en gérant une partie du risque aussi, parce que dans le crédit, tu évoquais le crédit, elles émettent, c'est là qu'il y a une forme de création monétaire, et c'est pour ça qu'on parle parfois de monnaie promesse, c'est-à-dire que la promesse, c'est qu'ils reviennent, la personne
personnes à qui on a prêté de l'argent reviennent rembourser le banquier. Et on pourra voir tout à l'heure qu'il y a des monnaies qui sont basées sur des preuves de travail. L'or, on a été cherché dans la rivière avec de l'énergie donc, qu'on a mis sous forme de métaux précieux. Oui. Donc il y a une vraie valeur intrinsèque. Et puis il y a des choses qui sont de la confiance, donc monnaie promesse, parce qu'on a confiance et on sait qu'on va revenir. Donc ce rôle des banques me fait penser à plein de choses, mais nous semble indissociable donc, du transfert paiement et du dépôt de la conservation de l'autre, le stock. C'est la fonction intrinsèque d'une banque. Alors après, évidemment, il y a eu, avec la révolution industrielle, il y a eu de plus en plus d'échanges, plus en plus de monnaies qui devaient donc circuler. Les banquiers ne pouvaient pas, sur leur petit banc, régler tous les échanges qui étaient faits. Donc il a fallu donner en fait aux kidam, notamment aux industriels, aux bourgeois, le moyen de se régler directement. Et donc, en Angleterre, ils ont inventé le chèque. Et donc, en fait, c'est le premier moyen de paiement. C'est-à-dire, on vous donne les moyens de faire le paiement entre vous. Mais pour autant, l'échange financier est toujours fait dans la banque. Donc, en fait, ce moyen de paiement donc, qui est arrivé au 18e, 19e siècle, qui après, au 20e siècle, a été multiplié, puisque maintenant, on a le virement, le prélèvement, la carte. Avec la dématérialisation, effectivement. Et avec une dématérialisation pour devenir, en fait, des moyens de paiement qui utilisent, en fait, de la monnaie scripturale. Donc, en fait, de la monnaie qui est écrite dans les comptes des banques. Dans les bilans bancaires. Aujourd'hui, dans les échanges économiques mondiaux, il n'y en a que 5 à 10% qui sont réalisés en monnaie sonnante et trébuchante, et tout le reste est fait uniquement par des transferts. Des jeux d'écriture entre les banques. Voilà, exactement. Donc en fait, on est vraiment dans un monde de monnaie scripturale aujourd'hui, et plus du tout dans un monde de monnaie d'échange fiduciaire. Et ces écritures dans les bilans, j'en profite pour dire que au 19e siècle, en 1845, notre ancêtre, William Deloitte, a aussi joué son rôle pour aller vérifier, contrôler ces écritures dans le bilan des banques et a posé sa signature en tant qu'auditeur. C'est un métier qu'il a inventé à l'époque. Donc du coup, on rajoute à chaque fois, on a vu cette évolution dans l'humanité, des couches de confiance qui complète en fait la base qui est l'énergie au début, mais qu'on va essayer de gérer dans des comptes, la tenue de compte, et donc indissociable de ces mouvements qu'il y a au-dessus, le transfert de l'énergie entre personnes. Alors, une fois qu'on a tous ces moyens de paiement, qui sont donc aujourd'hui un nombre fini, le dernier qui a été inventé, c'est l'instant payment. Le virement instantané. Voilà, le virement instantané qui a été inventé au niveau de l'Europe. Oui. Il reste le moyen de payer. C'est-à-dire comment, en fait, chaque individu donne un ordre de paiement vers l'autre, qui fait qu'en fait, sa banque va faire l'échange financier. Donc, c'est une couche supplémentaire, c'est ça ? Voilà. Plus superficielle, vraiment la dernière couche d'abstraction pour le consommateur. Qui va être digitale, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, on est dans la technologie digitale. Donc, on pourra voir dans des autres épisodes comment, en fait, ce moyen de payer s'applique à chacun des moyens de paiement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les moyens de paiement ne peuvent être exécutés et réglés que par les banques, alors que le moyen de payer, les banques l'ont laissé aux fintech, aux big tech, ne sont guère allés sur ce terrain-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, la partie moyen de paiement, finalement, elle est gratuite. Si elle ne l'est pas complètement aujourd'hui, de toute façon, elle va le devenir complètement gratuite. Alors que là, il y a des grosses structures interbancaires pour faire fonctionner les moyens de paiement, alors que la partie moyen de payer, qui finalement est celle qui va être payante pour les clients, en fait, elle sera laissée en fait à des fintech, à des nouveaux acteurs plus récents. Donc, si avec ma montre aujourd'hui, je peux payer, j'ai un moyen de payer, c'est sans oublier qu'à l'intérieur de ma montre, il y a une virtualisation soit de ma carte, soit de mon virement, avec une infrastructure derrière pour gérer cette carte, une infrastructure en France qui est les GIE cartes bancaires ou dans d'autres pays, les grands géants Visa Mastercard. Ces infrastructures, elles sont un peu le dessous de l'iceberg en fait, qui est coûteux pour tout le système parce que c'est finalement le cœur du système et le consommateur a tendance à ne voir que le moyen de payer qui est sous ses yeux. Voilà.
Et donc du coup, là où il y a une petite dichotomie entre le moyen de payer et le moyen de paiement, et puis comme tu le dis très bien, en fait, c'est facile de payer avec sa montre, mais qu'est-ce qu'on fout les banques? Et en fait, personne ne sait ce que font les banques, alors qu'en fait, le moyen de paiement est traité par les banques et uniquement par les banques. Et on voit bien que c'est quand même compliqué, puisqu'en fait, les banques ne vont pas sur le moyen de payer. Les big tech qui vont sur les moyens de payer voudraient aller jusqu'au moyen de paiement, mais ça devient beaucoup trop compliqué, parce qu'il y a trop de réglementation, il y a trop de choses. Pour devenir établissement de paiement, il y a quand même des règles très très compliquées, des règles prudentielles très compliquées à répondre. Et en fait, c'est compliqué de revenir sur l'autre. Je pense que ce serait plus facile pour les banques d'aller vers le moyen de payer que le contraire. Alors on a vu et on continue de voir cette lente et magnifique évolution. Moi, elle me rappelle le troisième principe des thermodynamiques. À chaque fois, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de rattacher ça à la physique. Le troisième principe de thermodynamique, il dit que toute structure dans l'univers s'auto-organise, elle s'auto-organise, comme la Terre est devenue ronde, pour maximiser la capture et la dissipation de l'énergie. Elle va aller chercher toujours plus d'énergie et la structure s'organiser comme un tas de sable qui reçoit un flux de sable. Elle va se mettre dans le sens où elle va maximiser ce flux d'énergie. Et en fait, c'est ce qui a donné l'organisation de l'univers, mais aussi la vie sur Terre et plus proche de nous, tous nos outils qui nous permettent mécaniquement d'être plus forts, de toujours transformer toujours plus d'énergie, y compris dans les paiements. C'est-à-dire que tu l'évoquais, Troc qui s'est ensuite matérialisé par des métaux, et puis du papier, et puis plus proche de nous, ces fameux outils digitaux. C'est ce prolongement de cette loi qui ne va pas s'arrêter là. On en viendra sur d'autres épisodes, mais on entend beaucoup parler maintenant des crypto-monnaies et parfois en mal en disant Bitcoin, c'est beaucoup d'énergie. Mais en fait, si on se rappelle cette histoire de la physique, c'est normal que ça soit de l'énergie. C'est-à-dire que Bitcoin, il essaie, en transformant l'énergie, de matérialiser ce travail dans ses comptes, c'est-à-dire il tient les comptes et en même temps il forme un réseau de machines qui permet les messages entre machines, donc ce transfert. Et c'est sans rappeler cette dualité de la physique quantique des ondes qui sont aussi des particules. En fait, la lumière fait les deux, des photons et des ondes qui transfèrent l'énergie. En fait, quand tu parles de cette énergie, on voit bien qu'en fait, depuis le début, que chaque évolution de la monnaie, des banquiers, des moyens de paiement, tout ça est né en fait d'un besoin sociétal et qui faisait qu'on ne pouvait plus fonctionner comme dans l'état qui était précédent. Donc là, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'avec cette arrivée du quantique, et de cette gestion de l'énergie, ça pourrait venir répondre à un besoin d'écologie que nous sommes en train tous de vivre et donc de transformation en fait de cette énergie de manière plus efficace. Absolument, on a parlé des ondes de la lumière et c'est vrai qu'il faut continuer à les capter, c'est notre source inépuisable dans l'univers pour la petite Terre et effectivement ça nous rend optimistes parce que c'est vrai qu'on est dans une période qui est parfois difficile et se dire qu'on va continuer à transformer cette énergie notamment solaire et la gérer avec cet instrument ou ces instruments que sont les paiements, c'est très enthousiasmant. Donc je te propose peut-être de nous arrêter là pour ce premier épisode et de conclure et puis d'en laisser pour les prochains. Merci à tous pour votre attention. On espère vraiment vous avoir communiqué et transmis cette énergie, cette passion. Et puis je vous dis donc à très vite pour la sortie du prochain épisode. Merci.